Le fils de Molière de Annie G. Chapitre 3. Molière le suivait du regard. Michel se rengorgea. Depuis sa naissance, on ne cessait de lui répéter combien il était beau, avec ses cheveux blonds bouclés et ses yeux bleus bordés de longs cils. Il bomba le torse et leva le menton, déjà sûr de ce que le comédien allait lui déclarer. « Dieu, que tu es beau, tout le portrait de ta défunte mère. » C'était d'ordinaire la première chose que les gens de la profession remarquaient. Il tira une chaise, la porta jusqu'à la cheminée et s'assit avec une grâce sans pareille, autant pour montrer sa bonne éducation que pour se faire admirer de son interlocuteur. « Ton physique est agréable, finit par lancer Molière, dont les yeux étaient emplis d'une lueur moqueuse. Je suppose qu'on a dû te le rabâcher 1000 fois. » Le sourire de Michel s'accentua. Cependant, il fut un peu déçu de constater que le grand Molière, comme les autres, ne voyait pas au-delà de son apparence. Il cacha sa déception sous un rire très étudié qui lui permit d'exhiber ses jolies dents, puis il déclara d'un air faussement ému. « Je vous remercie beaucoup, monsieur. Il est vrai que Dieu s'est montré très bon avec moi en m'accordant un peu de la célèbre beauté de ma mère. Vous me faites un immense honneur en me recevant chez vous. Tu marches bien aussi, avoir de l'allure est un atout dans notre métier. » Le garçon baissa pudiquement les yeux, telle une coquette que l'on couvre de louanges. « Mademoiselle Raisin me l'a appris. » Molière se redressa sur son siège. Après avoir resserré le col de sa robe de chambre, il essuya son front brûlant avec un mouchoir. Michel le regarda, un peu inquiet. Pourquoi le comédien le plus connu de Paris l'avait-il fait venir, à part, bien sûr, pour le féliciter? Tout le monde le complimentait, mais personne, jamais, ne s'occupait de lui. Enfin si, se rappela-t-il, mademoiselle Duparc avait proposé de lui trouver un emploi. « Je t'ai vu sur scène aujourd'hui, poursuivit le malade. On m'avait dit des merveilles de ton jeu. Je n'ai pas été déçu. » Michel réprima une grimace. Décidément, ce Molière semblait des plus prévisibles. Il se permit de répondre crânement. « Je suis le meilleur comédien de notre troupe d'enfants. » La lueur moqueuse dans les yeux de Molière s'accentua encore. Puis l'homme partit d'un grand éclat de rire. Le garçon le regarda avec étonnement. « Mon petit, répondit le comédien, tu es sans doute un acteur né. Cependant, tu manques par trop de modestie. Il est bon de montrer parfois un peu d'orgueil, mais point trop n'en faut. » Michel se sentit rougir. Voilà que l'homme lui adressait des remontrances. Or, il n'était guère disposé à les supporter. 2 heures d'un spectacle harassant l'avaient épuisé, et il n'avait rien mangé depuis l'aube. Il ouvrit la bouche pour répliquer, mais Molière le prit de vitesse. « Tu manifestes un grand talent pour ton âge. Toutefois, pour le moment, tu te contentes de singer les adultes. Tu as encore beaucoup à apprendre, mon petit, beaucoup. » Une quinte de toux le rendit muet quelques instants. Michel, vexé, se leva, prêt à partir. Molière, le nez dans son mouchoir, lui fit signe d'un geste impérieux de se rasseoir. « Depuis que tu as mis le pied dans cette pièce, tu joues la comédie, tu me manipules, alors que moi, je suis sincère avec toi. Quitte donc ton masque, ton sourire artificiel et tes regards de coquette. Reste naturel, que diable. Jouer est bon pour les planches, il faut cesser lorsque le rideau tombe. » Michel ouvrit la bouche, surpris. L'homme l'avait percé à jour, lui qui avait l'habitude, depuis des mois, de cacher ses sentiments derrière des mimiques bien étudiées pour duper les adultes. D'ordinaire, il s'y laissait prendre. Son menton trembla, une irrésistible envie de pleurer le submergeait. Voilà qu'il allait se donner en spectacle. Horrible chose, dire que d'habitude, il maîtrisait parfaitement ses émotions. Molière, remarquant son trouble, se leva péniblement. Il lui entoura les épaules de son bras et lui souffla. « Excuse-moi, ton attitude m'agaçait. Maintenant, parle-moi de toi avec franchise. » Alors Michel raconta tout. La mort de sa mère, comment ses tuteurs l'avaient dépouillé de son héritage, comment il s'était débarrassé de lui. Puis les tournées harassantes avec la Raisin, sans le moindre salaire, le froid de l'hiver, les représentations sans fin
dans des villages perdus ou sur les places de Rouen, les auberges louches, les poux, les coups parfois, les privations. Je ne vous ai pas menti, conclut Michel. Je suis le meilleur acteur de notre troupe. Mademoiselle Raisin a encaissé de gros bénéfices grâce à moi. Fichtre! Alors pourquoi m'a-t-elle demandé mon théâtre? À l'entendre, elle n'arrivait pas même à vous nourrir. C'est le cas, monsieur. Mes camarades m'ont surnommé Gueule d'ange, à cause de mes boucles blondes et de mes yeux bleus. Il paraît qu'on me donnerait le bon Dieu sans confession. Sur la route, quand on a trop faim, il m'envoie chaparder des fruits ou une poule. Si les fermiers me prennent, on ne tarde pas à me relâcher, parce que je sais mieux que personne apitoyer et jouer l'enfant malheureux. Molière, loin de s'en offusquer, se mit à rire de tant de débrouillardise. Après un soupir, Michel reprit. Depuis que nous logeons à Paris, nous ne mangeons presque rien, qu'un peu de bouillon et du pain, le matin, car je refuse de voler dans les boutiques. À ce jeu-là, on finit vite en prison ou cloué au pilori. Molière approuva de nouveau en riant. Le pilori, voilà un rôle que tout comédien refuserait. Mais alors, s'étonna-t-il, où sont passées les économies de la Raisin? Elle a rencontré un gentilhomme à Rouen, messire Olivier, dont elle s'est amourachée. Comme il est fort pauvre, elle le couvre de cadeaux avec les recettes que nous gagnons. Molière s'approcha du feu, l'air soucieux. « La Forest !» s'écria-t-il. La servante accourut. « Mets le couvert, nous allons souper. Mais et votre épouse? Elle ne doit rentrer que dans 2 heures, et si elle rentre, soupira-t-il. Puis il montra le garçon du menton. « Dépêche-toi, j'ai faim. » La femme regarda l'enfant. Elle afficha alors un sourire entendu et repartit aussitôt vers la cuisine. Tout de suite, tandis qu'elle dressait la table, le comédien proposa au garçon. « Que dirais-tu de quitter la Raisin et de rester vivre chez moi? Je pourrais t'apprendre le métier. Tu aideras au théâtre en attendant d'atteindre l'âge d'intégrer ma troupe. » Le cœur de Michel s'emballa, les larmes lui montèrent aux yeux, tant cette proposition lui semblait merveilleuse. Cependant, il fit non de la tête. « Mes tuteurs ont signé un contrat de 5 ans. J'appartiens à la Raisin pour encore 4 années. » La Forest revient bientôt, une soupière fumante dans les mains. Elle servit généreusement 2 assiettes à l'odeur alléchante et ressortit discrètement. « Viens, déclara Molière, en poussant Michel vers la table. « Si tu acceptes, je ferai mon affaire de ce contrat. Pour sûr, je suis d'accord. » À peine assis, il avala sa soupe comme un glouton. Puis, il remarqua que son hôte ne touchait pas à son repas. « Vous n'avez pas faim, monsieur ? » « Je souffre de l'estomac. Mange donc, resserre-toi. » Alors Michel engloutit 3 louches supplémentaires, sans plus étudier ni regard ni sourire. Il dévora ensuite, à belles dents, un quart de poulet et un demi-saladier de compote. Après quoi, rompu de fatigue et d'émotion, il s'endormit brusquement, bras croisés et nez écrasé sur la nappe. « Pauvre gosse !» soupira la servante en débarrassant le couvert. « En voilà un que la vie n'a pas gâté. Prépare un lit, il va dormir ici. » Et, s'inquiéta-t-elle avec une moue soucieuse, qu'en dira madame votre épouse? « Que j'ai raison, ma bonne, que j'ai raison. Michel ressemble à un diamant brut, un don du ciel. Jamais je n'ai rencontré un enfant si doué. Je veux le former. Ah ça, elle ne va pas aimer. » Le comédien haussa les épaules. « Tant pis, j'encours le risque. Et puis, la Forest, tu te rendras chez mon tailleur. Qu'il vienne dès demain prendre les mesures de cet enfant. Qu'il lui couse 2 costumes. As-tu vu ses vêtements? Des guenilles pleines de vermine. » Tandis que la vieille repartait, il l'arrêta de nouveau. « Fais aussi prévenir mon cocher. Je dois voir le roi. Je souhaite partir pour Saint-Germain avant l'aube. »« Le roi ?» s'écria la servante. « Êtes-vous fou, avec la fièvre qui vous ronge ?»« Chut, tu vas réveiller Michel. Demain, la Raisin voudra me le reprendre. Je dois agir au plus vite. » Chapitre 4. La voiture franchit au pas le pont-levis du château de Saint-Germain, où le roi résidait, et déposa l'illustre comédien devant le grand perron. Molière peina à descendre de son siège, puis il se força à marcher, refusant de laisser la fatigue le submerger. Voilà maintenant 40 jours qu'il était malade. Il crachait du sang,
et ne parvenait guère à se nourrir tant son estomac le faisait souffrir. Le vestibule du château bruissait de voix de courtisans. Son chapeau à la main, Molière salua, de gauche et de droite, certains seigneurs qu'il reconnaissait. Aucun ne lui répondit. Il n'en fut pas vexé, il n'était qu'un comédien. Après avoir grimpé l'escalier jusqu'au premier étage, il enfila les appartements de gauche, ceux de Louis XIV. Le souverain appréciait Molière. Le comédien espérait qu'il lui accorderait une audience. Ne l'avait-il pas nommé, voilà 1 an, chef de la troupe du roi, avec en prime une pension des plus conséquentes. Son front brûlait de fièvre. Il franchit la salle des gardes, puis passa la porte de l'antichambre. Tudieu, 30 personnes attendaient. Il reconnut un prince et 2 ducs qu'il salua bien bas, avant d'aller s'appuyer d'un air las contre les boiseries du mur. 1 heure passa. Ses jambes commençaient à le lâcher, lorsque les 2 battants de la porte s'ouvrirent enfin. « Messieurs, le roi » annonça un valet. Aussitôt la foule s'écarta et se plia en une profonde révérence. Louis XIV passa à grands pas, entouré par ses gardes du corps. Vêtu d'un costume de velours violet et coiffé d'un grand chapeau à plumes, le monarque de 27 ans n'accorda pas un regard à l'assistance. Molière s'approcha du valet. « Où se rend Sa Majesté ? » ?»« Il part se promener. Le conseil de ministres vient de prendre fin et le roi a grand besoin d'air. » Molière remercia avant de suivre la foule. Dames et seigneurs descendaient l'escalier pour accompagner leur maître. Dehors, il régnait un froid mordant, mais ils se gardèrent bien de protester, de peur de se faire mal voir. Voilà qu'une pluie glaciale se mettait à tomber. Les moins courageux préférèrent rentrer à l'abri, tandis que le jeune roi, insensible aux éléments, continuait, avec un rire heureux, sa marche dans les allées de buis. Molière suivit en serrant les dents. Il n'en pouvait plus. Épuisé, il se posta près d'une fontaine. Grand bien lui prit, car Louis XIV fit demi-tour. Ses yeux accrochèrent le manteau du comédien, dont la couleur sombre tranchait sur les vêtements chamarrés des courtisans. Il s'approcha, alors qu'un chuchotement s'élevait. Le roi allait-il parler à un simple acteur ? « Molière, lança-t-il joyeusement. Quel plaisir de vous voir. On m'avait dit que vous étiez souffrant. » Louis XIV arborait de belles joues rouges. Ses yeux marrons brillaient de contentement et sa bouche se mit à sourire sous sa fine moustache brune. « Je le suis, sire, répondit-il. Cependant, si vous m'autorisez, j'aimerais vous entretenir. » « Un autre jour, Molière, le coupa le roi agacé. Il allait s'éloigner, mais au dernier moment, il se ravisa et observa le teint blême du comédien. « Bon, soupira-t-il, je vous accorde 1 minute. » Molière en souffla de soulagement, puis il raconta l'histoire de Michel, sans rien omettre. « Le fils de la baronne ?» s'étonna Louis XIV. « Je me souviens l'avoir vu jouer autrefois. C'était une fort bonne comédienne. Lorsque j'étais jeune, elle venait parfois au Louvre, à la toilette de ma mère, la reine Anne. Dès qu'elle arrivait, les dames partaient se cacher, tant la beauté de cette femme était éclatante et leur portait ombrage. Michel a hérité du talent et du charme de mademoiselle Baron. Cet enfant, sans défense, a besoin de protection. Si votre majesté accepte de rompre son contrat et de me le confier, je promets qu'il deviendra un jour un des meilleurs acteurs de la troupe du roi. J'y consens, naturellement. Voyez avec mon secrétaire et retournez vite vous mettre au chaud. » Le comédien plongea dans une révérence, mais, le temps de se relever, le souverain se trouvait déjà loin. 1 heure plus tard, il grimpait dans sa voiture, une lettre de cachet, précieusement rangée dans sa poche. Elle autorisait Michel Boiron, dit Baron, à vivre sous le toit de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, de par la volonté du roi. Il ordonna au cocher de partir, puis, enfin rassuré sur le sort de l'enfant, il sombra dans un profond sommeil, tant cette expédition l'avait exténué.